Bah, je suis artiste peintre, je m'appelle Hubert de Lartigue et je suis très heureux de participer à cette exposition qui va allier intelligence artificielle, art traditionnel, avec beaucoup d'artistes, avec beaucoup d'artistes très variés. J'ai hâte de les rencontrer et de participer à cette exposition. Oui, c'est vrai qu'il y a très très longtemps, tu m'avais posé la question de savoir si j'étais un instrument moi-même et que l'art se servait de moi pour exister, quelque part, voilà, c'est une bonne question. Vous voyez, j'y crois encore, mais le problème, c'est qu'on n'est pas parfait en tant qu'être humain et on a aussi des pulsions, on a aussi des frustrations, on a aussi des désirs qui évoluent aussi avec le temps. Et je pense que l'art aussi, l'art est influencé est influencé par nous. Enfin, c'est nous qui influençons, enfin, c'est nous qui créons l'art. Donc quelque part, par nos faiblesses aussi, on est limité dans une expression détachée de toute scorie, de tout péché, de toute maladresse, de toute humanité aussi. C'est peut-être ça qui fait que l'art humain est précieux. C'est à cause de ses faiblesses, de ses maladresses, du fait qu'on peut rater quelque chose aussi, du fait qu'on peut se tromper. Voilà, on peut peut-être dire des conneries. Voilà. Quand il y aura de l'IA, il y aura plus de problème de censure, etc. Parce que il sera censuré de base. Donc il y aura plus d'artistes provocateurs. Il y aura plus d'artistes maudits. Hein, il y aura peut-être plus d'artistes d'ailleurs. Mais bon, mais non, voilà, je pense que avec l'âge, je me suis aperçu qu'on était soumis à des pulsions et qu'on essayait de les domestiquer avec l'art. L'art, c'est une façon de sublimer une douleur, peut-être une douleur d'exister, peut-être une douleur de frustration sexuelle ou de frustration amoureuse. Euh, voilà, donc c'est une façon de guérir. Et puis, en se soignant, eh ben, on apporte quelque chose au monde. Peut-être qu'on le change, peut-être pas, peut-être qu'on s'amuse et puis on sert à rien. Mais je pense que d'un autre côté, on est indispensable parce qu'on fait rêver les gens et, et quelque part, on existe pour les moments où ils travaillent plus, où ils travaillent pas, quoi. Quand ils travaillent pas, ben, ils regardent un film, ils lisent un livre, ils regardent un tableau. Hein, et on peut pas être que productif, on peut être aussi, on peut être aussi inspiré, on peut être aussi rêveur, on peut rêver, on peut, on peut s'amuser simplement. Disons, ce qui a été fondateur dans mon parcours artistique, c'est la découverte d'un illustrateur américain qui s'appelle Chris Foss, qui faisait des couvertures de livres de science-fiction dans un style hyper réaliste. Donc on avait vraiment l'impression d'être confronté à ce qui allait arriver dans le futur, mais de façon photographique, quoi. Et ça m'a fasciné. Donc c'est ce que je voulais faire, je voulais devenir Chris Foss. Et donc j'ai voulu devenir illustrateur de livres, de romans, enfin de science-fiction, de récits de science-fiction. Et pour ça, bah, j'ai fait une école d'art. Alors j'ai fait des concours pour entrer dans les écoles d'art graphique. Alors moi, je suis fasciné par l'émergence de toutes ces nouvelles technologies, l'intelligence artificielle, toutes ces images générées par des intelligences artificielles qui ont une réalité photographique, hein, en image fixe, mais maintenant en mouvement et avec du son. C'est fabuleux, quoi. Hein, et dans tous les domaines, qu'on ne pourra plus faire confiance aux images qu'on va voir maintenant. Hein. On peut mettre en scène des hommes politiques, on peut leur faire dire ce qu'on veut avec la voix qu'on veut. Il y a même des arnaques, hein, des acteurs ou des chanteurs vous contactent, vous, en vous appelant par votre nom, en disant voilà, je suis dans la dèche, j'ai besoin d'argent, est-ce que vous pouvez m'aider, etc. Et donc voilà, ça marche. Hein, c'est à la fois fascinant, effrayant, et puis merveilleux aussi, parce qu'il y a des images hallucinantes, quoi. Hein. Et il y a de plus en plus d'images, je veux dire,
qui sont toutes plus fabuleuses les unes que les autres. Donc quelque part, est-ce qu'on va avoir une overdose ou est-ce qu'on va être dans une, je sais pas, dans une fuite en avant? Je sais pas, on va être en immersion aussi, parce que après c'est la 3D. Après ça va être l'immersion en 3D, à 360 degrés. On va se retrouver vraiment dans des univers générés à la demande, quoi, hein, qui vont être vraiment faites sur mesure pour la personne. Voilà, on va vivre des films, les films vont être générés dans un claquement de doigts, en mettant en scène qui on veut, quoi, des personnages réels. Voilà, ben, il va se poser des tas de problèmes de procès, enfin de droit à l'image. Est-ce qu'on va générer des gens complètement inconnus, ou est-ce qu'on va se servir de gens qui existent ou pas, ou ça va poser des tas de problèmes de droit. Et puis, mais ça va être passionnant à vivre, quoi, je pense, hein, ça va être fabuleux, quoi. Mais je pense que le côté négatif, c'est dans toutes les crises, il y a des gens qui vont souffrir énormément, quoi. Je sais déjà que dans le domaine du jeu vidéo et de l'animation, il y a des tas de gens au chômage, du concept art, c'est pareil, hein, il y a des tas de gens qui vont se retrouver au chômage parce que maintenant on fait des concept art comme ça. Mais bon, c'est la marche du temps, de l'époque, et il va falloir maîtriser ces outils, pas simplement les subir. Donc il faut vite s'y mettre, enfin en tout cas pour ceux qui sont dans cette partie, hein. Moi je me sens un petit peu à part, et puis déjà peut-être je suis pas dans le même espace-temps, disons, hein. Donc je vais continuer mon truc dans mon coin et évoluer dans mon domaine, mais je reste attentif et admiratif de ces nouvelles technologies, de ces nouvelles images qui sont absolument fascinantes dans tous les domaines, hein, dans le domaine du concept art, même dans la pornographie, hein. Je m'intéresse au sujet aussi, et je vois des images qui font des progrès mais hallucinants de jour en jour, quoi. Il n'y aura plus besoin d'acteurs, plus besoin de photographes, plus besoin de mannequins, plus besoin de metteurs en scène, plus besoin de décors. Enfin bon, on peut tout faire maintenant. C'est merveilleux et effrayant en même temps, je sais pas. Alors moi, personnellement, je me sens pas du tout en danger parce que moi, je reste dans l'image physique, je fais poser des gens qui existent. Donc quelque part, je témoigne de l'existence de gens qui existent. Donc dans le futur, eh ben, on saura que les gens que j'ai peints existent. Donc quelque part, une sorte de témoignage unique. Est-ce que les images virtuelles et les images générées par intelligence artificielle vieilliront aussi bien? C'est une question qu'on peut se poser parce que ça va être une évolution permanente. Donc elles vont vieillir dans le fait, elles vont peut-être être un témoignage de leur époque. Mais est-ce qu'elles auront une valeur autre que celle-là? C'est pas sûr. C'est pas sûr. Alors, c'est une idée qui vient de m'arriver comme ça en parlant, mais c'est vrai que la façon de travailler traditionnelle implique de travailler avec des gens réels, hein, des modèles réels qui vieillissent, qui évoluent elles aussi, etc. Donc moi je pense que je témoigne aussi de mon époque par mes tableaux, en représentant des gens réels qui existent, parce que moi j'adore travailler avec des modèles sur le long terme, hein. J'ai fait travailler des modèles pendant 20 ans, hein, et j'ai envie de continuer au-delà, hein, voilà. Et donc quelque part je témoigne aussi de leur existence, hein, parce que je me projette dans le futur. Je me demande comment on verra mon travail dans 100 ans, si tant est qu'il y ait encore des gens pour voir mes images. Mais je pense qu'elles auront une valeur comme témoignage d'une époque passée, quoi. D'une époque de gens qui ont existé pour de vrai, quoi. Alors qu'avec les IA, ça va être du virtuel, donc quelque part, ça va être intemporel. Je ne sais pas si on pourra les dater, à part dans les progrès techniques.
hein, on va dire, ça c'est daté de telle époque parce qu'on n'arrivait pas encore à faire tellement les doigts sont mal faits, il y a trop de doigts ou ils sont mal faits, etc. Voilà, maintenant il y a des progrès, les doigts c'est fini, hein, il n'y a plus de problème de doigts. Donc il y a peut-être d'autres problèmes qui m'échappent encore, hein. C'est peut-être que de la 2D, peut-être que là, dans le futur tout sera en 3D, on pourra tourner autour de l'objet sans problème, et là, pour l'instant on ne peut pas encore le faire. Mais peut-être que dans le futur, des images 2D, on pourra les transformer en 3D, enfin tout est imaginable maintenant, hein. Peut-être que mes images en peinture, on pourra les faire animer aussi, et pourra peut-être les faire parler, enfin on pourra peut-être faire des trucs incroyables aussi, hein, que j'en sais rien, mais bon. Oui, je sais qu'il y a ce problème je sais que les artistes sont très 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 susceptibles sur ce problème de droit à l'image, parce qu'ils ont peur que l'IA vole leur image. Euh, Moi, je me dis que c'est inéluctable, hein. Bon, là, ils sont vivants, peut-être que de leur vivant, l'IA n'aura pas accès à leur image. D'ailleurs, on a fait le test, hein. J'ai un ami qui m'a dit, ah, maintenant, je peux faire du Hubert de l'Arctique si je veux, hein. Je demande à Midjourney, bah, fais-moi une toile d'après Hubert de l'Arctique, et puis ça n'a pas marché, parce qu'en fait, il s'est aperçu que l'IA voulait pas se servir de mon travail sans mon autorisation. Et nulle part, j'avais donné mon autorisation pour qu'on se serve de mon travail, donc il se sentait pas le droit de le faire, donc il l'a pas fait. Donc ça, c'est Midjourney, mais il y a peut-être d'autres logiciels d'intelligence artificielle chinois ou américains ou que sais-je qui n'ont pas ces scrupules et qui le feront peut-être dans le futur. Mais moi, j'ai une réflexion peut-être sur le très long terme, hein, quand je serai mort et que mes héritiers sont morts et que j'aurai plus besoin de réclamer mes droits d'auteur, qu'est-ce que ça peut faire, quoi? Peut-être que ce sera la seule trace que j'aurai laissée, hein, ces traces dont l'IA va se servir comme référence. Peut-être que c'est une trace immatérielle qui subsistera de moi, quoi. Même si on ne se souviendra pas de mon nom, peut-être que mon travail aura eu une influence, un tant soit peu, sur une IA quelque part dans le futur, j'en sais rien. Euh, voilà, est-ce que c'est pas des traces comme ça qu'on laisse avec des romans, parce que les gens peut-être dans le futur ne liront plus, donc les romans disparaîtront de la mémoire. Mais peut-être qu'elles auront laissé une trace dans la culture, je sais pas. Enfin, on a une influence. Je pense que chaque être humain a une influence dans le monde, dans l'univers. Mais est-ce que cette influence est pérenne? Peut-être. Donc je suis rentré à l'école du Perret en 83. Et pour des études de 3 ans, pour un BTS en expression visuelle. Donc ça forme des graphistes, enfin des futurs directeurs artistiques en fait. Donc on avait une formation générale de graphiste. Ça consiste à étudier la mise en page, la typographie, la photographie, l'illustration. Voilà. Il y avait encore très très peu d'ordinateurs, hein. Donc c'était tout en traditionnel, hein. On collait du texte sur du papier millimétré bleu, enfin c'était vraiment la préhistoire, hein. Mais bon, c'était comme ça à l'époque, hein. Et puis après, je suis devenu salarié dans un studio d'image de marque et de packaging pendant 1 an. Mais moi, j'ai toujours rêvé de devenir illustrateur de livres de science-fiction. Donc même pendant mes études, j'ai proposé mon dossier à des maisons d'édition. Et j'ai eu mes premières commandes chez De Noël, chez J'ai lu, enfin pas chez J'ai lu tout de suite, chez, chez Folio. Folio, c'est Gallimard. Et donc ma première couverture, c'était pour Désert de Leclésio, qui plus tard a eu le prix Nobel de littérature. Donc voilà. Et puis pour De Noël, où à l'époque on donnait leur chance aux jeunes illustrateurs inexpérimentés. J'étais tombé sur une femme adorable qui s'appelait Yvonne Maillard, qui a donné sa chance à beaucoup, beaucoup d'illustrateurs, dont certains vont exposer, je pense, avec vous. Et voilà, Yvonne Maillard m'a mis le pied à l'étrier pendant mes études, et puis après on a continué pendant pas mal d'années. Peut-être jusqu'à l'arrivée du numérique, justement, où
où les couvertures, du coup, étaient plus vite, faites de manière plus rapide et plus économique. Et donc là, c'est un moment où on a dû évoluer et puis trouver d'autres débouchés pour notre art. Donc moi, en parallèle, je faisais des couvertures de livres de science-fiction, et puis je travaillais dans la publicité comme illustrateur de packaging hyper réaliste. Donc je faisais des petits gâteaux, des fruits, toutes sortes de choses, des bébés s'il fallait, enfin des paysages, des fleurs, que sais-je. J'ai fait des pots de yaourt, des paquets de gâteaux, des couches culottes, enfin tout ce qui est visuel sur un packaging en fait. Donc j'ai été illustrateur hyper réaliste dans le packaging pendant des années en freelance. Donc j'avais des tas de clients en freelance et jusqu'à ce que Photoshop arrive. Et là, ça a un peu tué le marché des illustrateurs traditionnels parce que Photoshop, c'est tellement facile, on peut faire des retouches sans cesse. C'est beaucoup plus rapide et beaucoup moins cher qu'un illustrateur. S'il faut rajouter un personnage, etc., en traditionnel, c'est la galère. Et puis là, on a l'impression que tout le monde pouvait devenir illustrateur, il suffisait d'appuyer sur un bouton. Et donc moi, c'était pas du tout mon truc, parce que moi, je voulais faire de l'illustration traditionnelle, donc j'avais de moins en moins de travail. Et donc, j'ai fini par faire des illustrations que j'aurais voulu qu'on me commande. Et donc, j'ai fait tout un tas d'illustrations. J'avais beaucoup de temps libre, du coup, comme j'avais plus de commandes. Et donc, j'ai pas perdu mon temps, j'ai fait des illustrations que j'aurais voulu qu'on me commande, hein, souvent des super-héroïnes dans des environnements futuristes, etc. Et je voulais faire un calendrier. Donc j'ai cherché des éditeurs, mais personne ne voulait faire de calendrier. Les calendriers, ça se vend pas, etc. Mais j'ai eu la chance de tomber sur Soleil, qui publiait ses premiers artbooks. Oh, ça devait être en 96. Et donc, il m'a dit, OK, on fait un artbook. C'était Mourad Boudjelal à l'époque. OK, on fait un artbook avec tes illustrations de pin-up et puis de science-fiction. Parce que je commençais déjà à faire quelques pin-up. Mais c'était toujours des pin-up. Comme je travaille d'après photo pour les personnages, bah, je faisais des composites de poses de visage dans des magazines. Des fois, je prenais des photos de mes mains pour faire les mains des personnages. Etc. Donc j'arrivais à me débrouiller comme ça, et puis l'artbook est sorti. Et puis à un moment, je me suis dit, si je veux progresser, il faut vraiment que je fasse comme les illustrateurs de pin-up de la grande époque, hein, des années 50, 60, c'est-à-dire qu'ils faisaient poser des modèles. Donc je me suis dit, bah, faut que je fasse poser des modèles. Donc j'ai trouvé un petit studio photo qui avait un book avec des modèles. Et donc j'ai pu faire mes premières photos de modèles pour faire des pin-up de science-fiction et des pin-up plus classiques. Et puis j'ai commencé à en faire de plus en plus. Et puis c'est l'époque où était sorti chez Taschen l'âge d'or de la pin-up américaine. Donc justement avec toutes ces pin-up des années 50, 60, hein, c'était écrit par un monsieur qui s'appelle Louis Meisel, qui par ailleurs, je l'ai appris plus tard, avait une galerie d'art photoréaliste. Parce qu'aux États-Unis, c'est pas l'hyperréalisme, c'est le photoréalisme. Et c'est un terme d'ailleurs qui avait été inventé par Louis Meisel. Et donc par internet, je le contacte par mail, je lui dis voilà, je suis un illustrateur français, je fais de la pin-up, qu'est-ce que vous en pensez? Je lui présente quelques exemples de mon travail. Et tout de suite, il a été accroché, il m'a répondu, j'en revenais pas. Il me dit ah, c'est excellent ce que vous faites, c'est quelle technique, vous en avez combien, vous les vendez combien, etc. Alors moi, je faisais des bons comme ça, hein. Je me dis ça y est, je suis reconnu aux États-Unis. Alors j'ai dit bah je sais pas combien je les vends, etc. C'était en francs à l'époque, enfin bref. Il m'a dit je vous en achète 6. J'étais dans une galère noire, hein. Donc ça, non, donc il m'a sauvé la vie quelque part. Et du coup j'ai pu m'éclater et puis progresser de manière vraiment très rapide, hein, en faisant poser des modèles. Il m'achetait ma production tous les mois. Donc je faisais peut-être entre 3 et 4 pin-up par mois, donc il m'achetait ma production. Il m'a dit on fait une exposition à New York en 1999. Donc j'y suis allé pour une exposition collective avec Boris Vallejo, illustrateur américain, Julie Bell, et puis un autre qui faisait déjà de l'art numérique en pin-up,
qui s'appelait Guy Powers. Et donc voilà, première exposition à New York en 1999. Voilà. Et puis, 99, on n'est pas loin de 2001, l'effondrement des tours, où tout s'est arrêté avec les États-Unis. Du jour au lendemain, ils étaient traumatisés, ils ne vendaient plus rien, donc on a arrêté notre collaboration. Et donc je me suis retrouvé en crise à nouveau, à Paris, sans revenu. Et puis j'ai trouvé une galerie par l'intermédiaire de la librairie Apum Bapum, rue Dante. Hein, il y avait un garçon qui s'occupait de la librairie et qui allait s'occuper d'une galerie avec Frédéric Bosser, toujours dans la rue Dante. Et il m'a dit, on peut voir si tu peux laisser des pin-up en dépôt, on va voir ce que ça donne, on peut peut-être les vendre. Ils étaient spécialisés dans les originaux de BD, et puis l'illustration un peu haut de gamme. Et puis ils en ont tout de suite vendu. Donc ils ont dit banco, on fait une exposition, quoi. Et donc on a fait une exposition avec ces pin-up, et puis ça a très très bien marché. Et voilà, j'ai fait quelques expositions comme ça à Paris. Et puis c'est comme ça que j'ai rencontré un modèle en particulier qui m'a quelque part ébloui et fait ressentir les limites du genre de la pin-up. Donc c'est là que je me suis mis à faire des grands formats. Je commençais par un grand portrait. Et puis la galerie, en voyant ce portrait, ils étaient assez étonnés, assez surpris, et puis quand même séduits, je pense. Et c'est un portrait que j'ai fini le jour de mes 40 ans. Donc je voulais pas le vendre. Et donc il m'a dit, Hubert, on va l'exposer, donc il faut que tu mettes un prix quand même, parce qu'on est une galerie. Alors j'ai mis un prix monstrueux, je sais plus combien c'était à l'époque. Je sais pas, 10 000 euros, 10 000 francs, je sais plus si c'était encore en francs ou en euros, bref. Et puis, peut-être 2 semaines après, je reçois un coup de téléphone, et puis il me dit, j'ai une mauvaise nouvelle. Enfin, c'est François de la galerie qui me dit, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. Je sais pas laquelle est la bonne ni laquelle est la mauvaise, mais voilà, on a vendu ton tableau, et puis il faut que tu nous en fasses d'autres. Voilà. Et j'en ai eu les larmes aux yeux, quoi, parce que je me suis dit, comment quelqu'un est assez fou pour mettre une somme pareille dans un truc que j'ai fait, quoi. Et donc là, c'était fini, quoi. Donc c'est là que je suis passé de l'illustration à la peinture. Donc c'est à partir de ce moment-là que je me suis mis à faire des portraits, des gros plans, des bouches, des nus. D'abord dans le style pin-up, et puis après plus dans un style plus intemporel, parce que les pin-up, le problème, c'est que c'est très conventionnel comme genre, hein. C'est quand même attaché à une époque, les années 50, 60, un peu 70 avec Aslan. Mais voilà, donc soit on fait de l'hommage, quand on veut faire du contemporain, les gens ne comprennent pas, ou bref. Donc le portrait de cette muse, en fait, que j'ai fait en 2003, hein, et que j'ai suivi d'année en année jusqu'en 2018, 18. Donc sera représenté sur un des tableaux que j'expose à l'exposition Human versus AI à la galerie Satellite. Voilà, la boucle est un peu bouclée. Et donc, j'ai jamais perdu contact avec la galerie de New York, hein, c'est la galerie Meisel. Et donc, je continuais à leur montrer les pin-up que je faisais pour Paris, et puis maintenant les nouveaux tableaux que je faisais, etc. Et donc ça a beaucoup intéressé Louis, qui m'a dit, j'aime bien votre nouvelle technique, on peut peut-être, j'aimerais bien voir vos toiles en vrai pour voir, pour apprécier la qualité, etc., quoi. Je dis, qu'est-ce que je fais alors? Bien, vous m'en envoyez une. Il dit, je vous en envoie une, et puis qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, si elle me plaît, je l'achète et on fait une exposition, sinon je vous la renvoie, tout ça à mes frais. Donc je dis, ok, hein. Donc c'est ce que j'ai fait, et puis on a programmé une exposition. Alors je ne sais plus quelle année c'était, je crois que c'est en 2007. En 2007, retour à New York, en hyperréalisme, enfin en photoréalisme donc, pour une exposition qui a eu aussi beaucoup de succès.
voilà, donc j'étais parti pour devenir illustrateur hyperréaliste français. Donc avec cette galerie, la galerie Meisel, et plus tard la galerie Bernarducci Meisel, parce que Meisel s'est associé avec Frank Bernarducci pour ouvrir une galerie supplémentaire tout près de Central Park. On a fait d'autres expositions comme ça jusqu'en 2010, je pense. Enfin, j'ai plus les dates. Il faudra que je retrouve ma bio, je vous la communiquerai. Voilà. Et puis, et puis un jour, il y a quelqu'un qui me contacte par mail pour me dire, voilà, j'adore ce que je vous fais, il faut que je vous rencontre pour vous proposer un projet. Alors, je sais pas, je reçois un mail d'un inconnu qui me dit, il faut que je vous rencontre pour vous parler d'un projet. Je suis plutôt méfiant, hein. Je dis pas que je reçois des mails comme ça tous les jours non plus. Mais donc voilà, alors il finit par m'avouer qu'il a acheté une de mes toiles à la galerie Meisel et qu'il est très sérieux et qu'il voudrait me rencontrer pour me proposer un projet. Donc, là, il m'a convaincu. Donc on convient d'un rendez-vous dans l'hôtel qui est tenu par une amie que j'avais peinte pour un article quelques années auparavant, donc l'hôtel Montalembert. On fait une rencontre avec un homme qui se nomme Albrecht von Stetten et qui est collectionneur d'art photoréaliste. Il fait le tour du monde pour collectionner, il a fait le tour du monde pour collectionner, pour acheter des œuvres de ces artistes. Il les rencontre et puis il leur achète sur leurs œuvres. Et puis maintenant, il a un autre projet gigantesque, c'est que il voudrait faire une exposition à New York avec les chefs-d'œuvre de tous ses artistes préférés. Donc il me propose de faire mon chef-d'œuvre avec le temps que je veux, je fais ce que je veux, et puis on fait une grande exposition à New York. Voilà. J'avais l'impression que c'était le démon qui voulait m'acheter mon âme, et il fallait que je signe avec mon sang un contrat, etc. Donc j'ai un peu hésité, et puis je me suis dit quand même c'est une occasion unique de faire une œuvre extraordinaire en dehors de toute contrainte financière. Donc j'ai dit ok. Et puis on était comme ça 20 artistes que j'ai fini par rencontrer, avec qui je suis devenu ami. Et donc chacun dans son coin, on a travaillé plusieurs années pour faire notre chef-d'œuvre. Voilà. Donc moi, je me suis demandé quel tableau j'allais faire. Donc j'étais sûr, je voulais peindre ma muse, en tout cas la mettre en valeur. Donc je lui en parle. Et puis elle me dit ah ben ça serait bien, peut-être que tu demandes aussi aux autres filles que tu as fait poser, aux autres modèles que tu as fait poser, de poser ensemble. Je dis bah c'est super idée. Donc j'ai contacté tous les modèles avec qui j'avais travaillé pendant ces années, à peu près 15 ans, puisque j'ai commencé en 2003, donc ça devait être en 2015, donc ça fait 12-13 ans, quoi. Et donc il y en a 18 qui m'ont répondu oui. Donc j'ai loué un atelier, un grand atelier, pour faire une toile de 2 mètres par 6. J'avais déjà fait des toiles de 2 mètres par 2, donc je me suis dit je vais gérer une toile de 2 mètres par 6 avec 18 modèles. Donc on a fait une séance de pose incroyable. Donc je leur avais demandé de poser soit nus, soit en lingerie, soit habillés, en blanc. Et on a fait une séance de pose incroyable. J'avais tout bien préparé, du champagne, des jus de fruits, des bonbons, des fruits, des cerises, etc. Une maquilleuse. C'était un peu magique. Et donc j'ai pu faire des photos, parce que je travaille d'après photo. On a fait une magnifique photo. Donc rien qu'à la prise de vue, déjà, je me rendais compte que l'image allait être extraordinaire. Et donc après, c'est là que le plus dur commence, c'est que pendant 3 ans, ça a duré 3 ans, il faut venir tous les jours à l'atelier, été comme hiver. Au début, j'avais l'impression que ça n'en finirait jamais, quoi. Mais bon, j'ai fini par en venir à bout. Et puis, donc, le collectionneur est venu prendre livraison de son œuvre, mais le problème, c'est qu'il n'y a jamais eu d'exposition à New York.
Donc c'était un peu décevant pour ça, mais j'ai quand même passé des années extraordinaires sur ce projet. Et donc, quand le tableau a été fini, j'ai demandé à tous les modèles de revenir pour leur présenter le tableau, hein, pour lequel elles avaient posé 3 ans plus tôt. Il y en a quelques-unes qui sont venues, dont le modèle principal, donc, et je les ai photographiées chacune devant leur portrait, 3 ans plus tard. Et puis j'ai fait quelques tableaux d'après ces photos, dont celui qui va être exposé à la galerie. Voilà. C'est un peu la fin de l'histoire. Ce tableau est chez lui, enfin j'imagine qu'il est chez lui parce qu'on n'a plus trop de contact, on est un peu en froid. Parce que moi j'ai exprimé un peu ma déception du fait qu'il n'y ait pas eu d'exposition, en fait. Voilà, quoi. On a fait un tableau pour sa collection, bon c'est très bien, mais bon, il n'y a pas eu tout ce côté un peu retombé, médiatique. Mais bon, c'était très bien payé. Non, là, il n'y a pas de problème, hein. Puis on a fait un tableau, on a fait. Bon. Chacun a pu s'exprimer, je pense, de manière confortable. Bon, il y en a qui ont quitté le projet entre-temps, parce que il y en a certains qui n'ont pas supporté la pression, il y en a qui ont divorcé, il y en a qui ont tombé dans l'alcool, il y en a qui ont déprimé, il y en a qui n'ont rien fait. Enfin, voilà, les artistes sont des gens fragiles, donc il avait prévu le coup, on demandait à beaucoup d'artistes pour être sûr au moins d'avoir un nombre certain d'œuvres. Et puis voilà, c'est ce qui s'est passé, quoi. Alors le tableau que j'expose, il s'appelle Éclipse. L'éclipse, c'est quand la Lune passe devant le Soleil. Donc là, c'est le visage du modèle qui passe devant son propre portrait qui a été fait 3 ans plus tôt. Que j'ai pris en photo, et comme je travaille d'après photo, que j'ai fait en peinture à l'aérographe. Une toute petite toile qui fait 20 cm, enfin 30 cm par 20, toujours dans mon style hyperréaliste. Et voilà, c'est un peu pour boucler la boucle de ce projet qui m'a pris 3 ans. J'ai fait quelques tableaux encore, mais beaucoup moins. Et puis je me suis mis à faire du croquis d'après modèle vivant. Alors ça, c'est quelque chose que j'ai redécouvert, parce que j'en ai fait à l'école, hein, en tant qu'étudiant. Et puis je me suis vraiment épanoui dans cette nouvelle façon de dessiner. C'est-à-dire qu'on dessine, c'est très spontané. On a le droit de rater, hein, c'est des dessins qui durent, on les fait entre 3 et 10 minutes, quoi, parfois 15 minutes. Quoi. C'est une sorte de quête de la grâce. C'est très frustrant, mais en même temps très, très exaltant, quoi, surtout quand on atteint cette grâce. Donc il faut peut-être jeter 10 dessins pour avoir un dessin magnifique, mais quelle jouissance, quoi. Complètement différent de l'hyperréalisme qui dure des heures, des jours, des mois, quoi. Donc là, je me suis éclaté pendant quelques années à faire du croquis d'après modèle vivant. Mais là, je ressens le besoin de retourner à la peinture. Donc là, je quitte Paris et puis je vais m'enfermer dans mon atelier en pleine Cambrousse pour, j'espère, vous offrir d'autres chefs-d'œuvre. Voilà, parce que je pense que j'ai pas dit mon dernier mot dans le domaine de la peinture. Donc, je voudrais explorer d'autres domaines, d'autres horizons, d'autres sujets. Une des spécificités de la peinture traditionnelle par rapport à la peinture ou à l'art numérique ou généré par l'IA, c'est l'œuvre unique, c'est comment dire, sa représentation physique, enfin son existence physique, périssable, fragile dans le monde, quoi. Et puis aussi, il y a l'intervention d'un être unique qui est l'artiste, en dehors de tout prisme, de tout filtre, de tout intermédiaire. Voilà, l'IA réfléchit quelque part indépendamment de l'artiste, même si l'artiste certainement influence le résultat. Mais il y a une partie qui échappe totalement à l'artiste. C'est peut-être ce qui est très, très intéressant et très peut-être jouissif, c'est que l'artiste découvre son œuvre. Enfin, découvre, je ne sais pas si c'est son œuvre, mais découvre un nouvel univers peut-être avant que les autres, que le monde le fasse, quoi.
C'est peut-être ça qui est le plus jouissif, j'en sais rien, il faudra leur demander. Mais voilà. Oui, certainement, quand je peins, j'entre dans une espèce de conscience modifiée. Euh, et ça peut être très fatigant nerveusement, donc j'ai peut-être besoin de pause. Euh, je travaille peut-être très peu d'heures dans la journée pour pas saturer, parce qu'au bout d'un moment, bon, c'est une technique très fastidieuse, l'aérographe, il y a des caches, donc voilà. Mais je suis quand même poussé par l'idée du résultat final. C'est peut-être ça qui me motive. Hein. Disons qu'à chaque fois, il y a des petites victoires, il y a des petites réussites, mais il y a aussi des frustrations parce qu'on a raté quelque chose qu'il faut retoucher, etc. Mais, et puis ça m'obsède aussi. Tant qu'une toile n'est pas faite, elle m'obsède. Quand je travaille pas, j'y pense. Quand je mange, j'y pense. Quand je dors, j'y pense. Donc effectivement, c'est une espèce de conversation avec la toile jusqu'à ce que je décide qu'elle soit finie, quoi. Voilà, qu'il est temps que je la laisse partir, vivre sa vie, comme un enfant qu'on laisserait partir de la maison. Alors, c'est pas une galère, c'est une espèce de petit combat. C'est un petit combat. Avec l'expérience que je sais qui va être victorieux, avec l'expérience, parce que même si je me dis je vais jamais y arriver, je sais que je vais y arriver. Mais à chaque fois, je me dis comment je vais faire. Donc, comment je vais faire des cheveux, comment je vais faire tel ou tel reflet, telle brillance, etc. Donc, j'ai l'impression de redécouvrir à chaque fois des solutions. Et voilà, c'est ça, c'est un peu ça. Faut trouver des solutions aux problèmes qui se posent à chaque étape de la toile, quoi. Donc, c'est peut-être ça aussi qui est intéressant, c'est trouver des solutions, quoi. Et puis, mais il y a quand même un côté fastidieux dans le sens où ça avance très lentement, quoi. C'est pas du tout spontané, quoi. Euh, donc voilà, quoi. Bon, c'est pour ça que le croquis, ça m'a un petit peu épanoui, disons, d'un autre côté de mon, de ma fibre artistique. Je sais pas comment m'exprimer, mais voilà, quoi. Donc voilà. Le plaisir ultime, c'est le regard du modèle devant sa toile. Ça, c'est important. C'est mon premier public. Si le modèle n'est pas content de sa toile, alors là, je suis vraiment déprimé, quoi, hein. Ou si elle me dit oh, j'ai l'air bizarre ou quoi. Bon, ça arrive rarement, mais ça peut quelque part éteindre mon enthousiasme, hein. Mais voilà. Et puis après, le regard des autres, du public, hein, voilà. Et puis moi-même, hein, moi-même, quand je travaille sur une toile, je vois tous les défauts. Il faut peut-être que je laisse passer un jour, bah, une nuit peut-être, et puis pour la regarder d'un œil neuf, et puis me dire ah bah c'est pas si mal. Le problème, il n'est pas si compliqué. Je vais m'arranger, je vais me débrouiller en faisant ci, ça, en mettant un petit jus transparent rose, etc. Enfin bon, c'est très technique et très chiant. Mais voilà, quoi. Ah bah oui, oui, bien sûr, le modèle est très important. Bon, après, chaque artiste a ses motivations hein, pour peindre. Moi, c'est la fascination pour les femmes. Donc, la beauté des femmes qui est fugitive, qui est très précieuse et très puissante en même temps, quoi. Peut-être d'autant plus précieuse et puissante qu'elle est éphémère. Je sais pas, elles s'en rendent pas compte, moi je le sais. Donc, j'essaie de le fixer quelque part. Et confusément, je pense qu'elles le ressentent aussi, euh, parce que l'image des modèles évolue avec le temps. Euh, Surtout les modèles qui posent nus, elles vont pas poser nus toute leur vie non plus. Donc, moi, j'essaie de profiter quelque part de ce moment où elles veulent exprimer leur féminité et j'en témoigne. Quelque part, je la cristallise, je la chosifie, voilà, je la conserve, je l'immortalise. Et puis voilà, c'est ça la justification de mon existence sur Terre, peut-être. Voilà, c'est d'être à leur service, au service de la beauté, au service de cette émotion qu'on peut ressentir face à une femme, quoi.
Voilà. Mon problème, c'est pas trop la séduction, c'est plutôt le désir. Je pense que je suis un peintre du désir. J'espère, provoquer le désir, heu, en me servant peut-être du désir que les modèles peuvent inspirer, quand je dessine une bouche en gros plan avec de la salive et cetera, c'est très en fait, c'est très sexuel comme représentation, même si c'est admis par la société, hein. Je représente pas encore des actes sexuels ou des sexes. Peut-être que ça viendra, hein, dans mon évolution. J'ai des projets de tableaux comme ça, mais pour l'instant, ça reste très symbolique et très, très comment dire? Très, suggestif, disons. Voilà. C'est plus le désir que la séduction. Parce que, moi, je veux pas m'attacher de manière, amoureuse au modèle. Pour moi, c'est juste une collaboration, heu, complètement, bienveillante et puis, comment dire? Avec beaucoup de complicité, voilà, aussi bien du modèle que de moi. Donc, voilà, on travaille ensemble pour cristalliser quelque chose qui est éphémère à la base en quelque chose d'éternel, enfin, ou presque. Moi, j'ai plus l'impression que la femme guerrière est une dominante, c'est une dominante et peut-être que c'est l'expression, ou peut-être le désir, des hommes d'être dominés par des femmes, hein, comme ils ont été dominés par leur maman, peut-être. Voilà, je sais pas. C'est vrai que c'est des images très puissantes et très fortes et très, qui ont comment dire? Une puissance sexuelle aussi, très forte. Peut-être à cause de ça, et c'est très séduisant et de plus en plus, on a des héroïnes féminines au cinéma, hein. Bon, avec le féminisme aussi maintenant, on fait croire que des petites brindilles arrivent à foutre mal des des culturistes, hein. Mais bon, les effets spéciaux et puis les combats, chorégraphiés, aident à nous faire croire à ces trucs-là, mais c'est pas je pense pas que ce soit réaliste du tout. Mais dans le fantasme, c'est intéressant et c'est séduisant aussi bien pour les hommes que pour les femmes, quoi. Pour moi, l'art a une dimension magique. C'est-à-dire que l'artiste, il a accès à des formes plus élevées de conscience que les scientifiques. Parce qu'ils ne se reposent pas sur des faits, mais sur des émotions. Donc, quelque part, ce sont c'est des nouveaux chamans, c'est les nouveaux chamans. Il n'y a plus de magiciens, il n'y a plus de magie. Je pense que l'art a une dimension magique. Elle remplace cette dimension magique qui a disparu dans nos sociétés modernes et occidentales. Et l'art nous donne accès à cette dimension transcendantale, en fait, de notre humanité. Bon, c'est sûr que la science aussi, c'est extraordinaire, hein. On ne connaît pas tout de la science. Et puis maintenant, avec les, comment dire, la physique quantique, on s'aperçoit qu'en fait, il y a une dimension magique aussi dans la science. Donc je pense que les artistes prennent un raccourci avec la science parce qu'ils ressentent. Et je pense que les émotions accèdent à une vérité peut-être plus directe que la science. Et pour ça, je pense qu'on est indispensable et c'est pour ça qu'on intéresse les gens, qu'on est que l'art fait partie de l'humanité, quoi. Et que quand les artistes souffrent, le monde souffre. Voilà, un monde qui souffre ne fait pas d'art. Voilà. Et l'art fait appel à notre part peut-être la plus élevée, la plus humaine, la plus profonde, euh, parce que je pense que parce qu'on utilise les émotions. Et les émotions n'ont pas besoin de langue, n'ont pas besoin de religion, n'ont pas besoin de science, quoi. C'est quelque chose de direct et d'éternel, quoi.
Voilà. Oui, je pense que l'artiste, c'est une sorte de médium de ces forces invisibles qui cherchent à exister. Donc, quelque part, voilà, on est soumis pour les plus sensibles, en tout cas, on est soumis à ces forces mystérieuses, obscures, qui cherchent à exister, quoi. Mais peut-être en peinture, c'est au moment de la prise de vue, comme je travaille d'après photo, je me suis dit, oh là, je touche, là, c'est une image extraordinaire. Euh, Il y a le rapport avec le modèle aussi, on vit un truc, enfin moi en tout cas, je vis un truc unique et j'essaie de fixer cette émotion que je peux ressentir par rapport au modèle. Ça peut être du désir, ça peut être une extase esthétique aussi, hein. Une paire de fesses peut être éblouissante. Voilà, ça peut être fabuleux, ça peut être divin. Voilà, j'ai vu Dieu dans une paire de fesses, moi, j'ose le dire, quoi. Donc, j'essaie de témoigner de ça, et quand j'y arrive, c'est le pied, quoi. Ça justifie mon existence, c'est un peu ce que je dis, ce que j'ai dit au début de l'interview, c'est que on est là pour témoigner d'une réalité invisible qui est constituée d'émotions. Alors moi, oui, enfin, oui, je vous dis, mais j'ai ressenti des émotions très très fortes que j'essaie de conserver, de transmettre, voilà. Mais bon, est-ce que ce sont des émotions supérieures? Je pense pas. Je pense pas que ce soit le problème d'avoir accès à une conscience supérieure, à une divinité, mais c'est avoir accès à une émotion peut-être universelle, peut-être une pulsion, peut-être que la pulsion d'amour, de désir, etc., c'est peut-être une des pulsions fondamentales de la vie. On a besoin de se reproduire, on a besoin de désirer pour s'accoupler, pour continuer à vivre, pour continuer à faire vivre la vie. Donc, dans ce cas-là, on est soumis effectivement peut-être à cette pulsion de vie qui fait que il faut qu'on se reproduise, il faut qu'on témoigne de notre existence, il faut qu'on exprime aussi peut-être notre singularité, peut-être pour séduire d'autres âmes qui vont peut-être nous suivre ou vouloir se fusionner avec nous de manière intellectuelle ou physique, hein, que sais-je. Peut-être, oui. Peut-être que j'essaie de figurer la négantropie, mais il y a un concept en ce moment, ça fait quelques années déjà, qui me pose question, c'est qu'est-ce qui provoque le désir sexuel dans une image, dans une représentation? Bon, quand c'est une image hyper réaliste, c'est clair, c'est parce que ça va être l'opposé sexuel qui provoque peut-être un désir sexuel. Ça va être aussi comment dire, l'exposition des organes sexuels secondaires ou primaires. Mais jusqu'à quel point de stylisation du corps humain cette excitation disparaît. Enfin, je ne sais pas si je m'arrive à m'exprimer correctement. Mais disons qu'il y a des formes qui vont nous exciter sexuellement, parce que ça évoque une courbe de rein, enfin, peut-être une paire de seins, une bouche pulpeuse, j'en sais rien. Justement, j'en sais rien. Qu'est-ce qui va provoquer un désir sexuel dans une image, alors que c'est une image en 3D, c'est une représentation symbolique. Bon, quand elle est hyper réaliste, encore une fois, c'est plus compréhensible, c'est plus évident, mais jusqu'à quel point de stylisation on n'a plus accès à cette excitation sexuelle, et qu'est-ce qui provoque dans notre cerveau cette excitation sexuelle? C'est des formes, des lignes. Ça, c'est mystérieux. Et j'ai pas de réponse. Peut-être qu'elle est différente pour chaque individu. Mais s'il faut faire une généralité, je suis incapable de répondre. Est-ce que c'est culturel?
est-ce que nous, nos réponses aux stimuli visuels provoquent une excitation? Est-ce que ça va être la même en Chine, au Japon, chez les Esquimaux ou en Papouasie-Nouvelle-Guinée? J'en sais rien. Ce serait peut-être un sujet de thèse. Peut-être, est-ce que la pornographie est différente selon les cultures? Parce que c'est ça en fait, c'est la pornographie, ça va être une excitation sexuelle provoquée par des images. Euh, Est-ce qu'elle est différente par individu, par culture, par époque, etc. Certainement, mais je pense qu'il y a des études à faire là-dessus, quoi. Et puis, les images ne provoquent pas simplement une excitation sexuelle, elles provoquent aussi, elles peuvent provoquer une extase esthétique, c'est ce que je disais au début. Peut-être un paysage peut provoquer une extase esthétique, enfin l'image d'un paysage, pas un paysage aussi, mais peut-être une image, une peinture. Et l'art, je pense que les émotions provoquées par l'art se situent entre la tête et le sexe. Entre la tête et le sexe, il y a le cœur. Et je pense que l'artiste, il doit trouver son niveau, en fait. Donc moi, j'essaie de varier un petit peu les plaisirs comment dire, en voyageant du sexe à la tête, si je puis dire, en m'arrêtant au cœur, parce que c'est là que c'est le plus puissant, c'est quand ça touche au cœur, en fait. C'est quand le sexe n'est pas explicite et quand les concepts ne sont pas trop abstraits, que ça touche le plus les humains. Je pense que c'est quand on parle avec le cœur qu'on touche le plus le cœur humain. Mais les deux extrémités m'intéressent aussi, soit comme spectateur, soit comme artiste aussi. Donc pour ça, dans mon travail, j'aime bien un peu, des fois, faire une image carrément porno, et puis d'autres fois complètement abstraite, peut-être, avec des gros plans ou des choses comme ça. Voilà, on a bien digressé, je ne sais plus où on en est.